Aujourd'hui, épisode très particulier de Kamel sans filtre. Ce n'est pas un invité que je reçois, mais deux. D'un côté, Florent Curté, hacker repenti, un esprit brillant et rebelle qui a longtemps navigué dans les zones grises du numérique. De l'autre, Pierre Penalba, policier, enquêteur chevronné à l'origine de son arrestation. Deux hommes que tout opposait autrefois, la loi et la transgression, mais que le temps, la compréhension et peut-être le respect ont fini par rapprocher. Ensemble, ils reviennent sur cette histoire incroyable, celle d'un affrontement devenu rencontre, d'une traque devenue dialogue. Une conversation sans filtre entre raison, passion et rédemption. Si cet échange vous inspire, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Bienvenue dans Kamel sans filtre. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Florent. Bonjour Kamel. Ravi de vous accueillir dans ce podcast assez spécial. C'est la première fois que j'en reçois deux en même temps. Et en plus, on est déporté, on n'est pas dans notre studio habituel. Ravi de vous avoir aujourd'hui. On va discuter un petit peu de vos parcours respectifs. Vous êtes tous les deux des gens quand même assez vus dans le paysage médiatique, surtout français. Est-ce que vous pouvez me dire un peu qui vous êtes ? On va commencer par le plus jeune des deux, c'est-à-dire Pierre. On va dire ça. Ouais. Moi, je suis commandant de police honoraire, c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Et j'ai dirigé la première unité de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de Nice depuis les années 2006-2007. Et avant, j'étais déjà dans la cybercriminalité, mais sans unité constituée parce que ça n'existait pas. Donc j'ai débuté ma carrière en cyber officiellement en 2006, mais la réalité, c'est qu'on a commencé dans les années 95-96. Donc ça fait un bon moment. Et ton travail quotidien consistait en quoi ? Au niveau cyber, ça consistait à interpeller un maximum de personnes dans les domaines variés du genre escroquerie, hacking, pédocriminalité, terrorisme. On avait un domaine qui touche à tout. En fait, la cyber, ça touche tous les domaines de la vie. Et on avait une capacité de travail dans chacun de ces domaines-là. Alors nous, on avait une appétence particulière pour tout ce qui était pédopornographie parce que je trouvais que c'était un domaine très important qui était beaucoup négligé. Donc on a insisté sur les interpellations dans ce domaine-là parce que je voulais vraiment... Enfin, j'avais à cœur de nettoyer la zone où j'habitais, toute la zone du sud-est. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'affaires dans ce domaine, mais on a fait aussi beaucoup d'affaires dans le domaine de la cybercriminalité pure, du genre les piratages, les arnaques aux SMS. On a été la première unité à arrêter des gens qui faisaient des SMS frauduleux. C'était une bande d'Albanais, je crois. Voilà, on a arrêté pas mal de gens dans ce domaine-là. Et après, tout ce qui était aussi usurpation d'identité, harcèlement moral... les gens qui se font menacer, du chantage. Donc on a beaucoup travaillé dans tous ces domaines-là. C'est extrêmement varié et j'ai pris énormément de plaisir à bosser pendant ces 40 années. Ça a été pour moi... elles sont passées en un éclair, okay. Mais que du plaisir pour moi. 40 ans quand même. Oui. On parlera après de ce que tu fais maintenant. Florent, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours ? Je suis hacker éthique, donc pirate informatique éthique, c'est-à-dire que les sociétés me demandent de vérifier si leur système d'information, que ce soit un site web ou un réseau interne, est sécurisé. Donc quand je me mets à la place d'un hacker, évidemment c'est signé avec un mandat, un protocole, voilà. Et donc je me mets à la place d'un hacker et puis à la fin de la mission, je donne un document qui recense toutes les failles que j'ai pu trouver. Alors, on est à côté d'un commandant honoraire. Je pense que c'est pas pour rien qu'il est à côté de toi. Est-ce que tu peux expliquer comment tu le connais ? Ouais, je l'ai connu. Quand j'ai été arrêté en 2007 parce que j'avais fait des bêtises sur Internet et c'était une des personnes qui était sur ma trace et qui m'a arrêté avec qui, je sais pas si c'est un syndrome de Stockholm, mais avec qui ça a plutôt bien matché. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, on est capable de s'asseoir l'un à côté de l'autre sans se taper dessus.
faut rappeler qu'à l'époque, c'est Loclite qui t'a interpellé. Nous, on était un petit service distant qui avait été invité parce que les fleurs devaient revenir, enfin les lauriers devaient revenir à Loclite. Mais c'est Loclite qui s'est chargé de toute l'interpellation et de la partie audition et tout ça. Nous, on était là parce qu'en fait, notre ami Florent avait utilisé les cartes bancaires d'un homme très riche aux États-Unis et qui était venu à Nice dans un hôtel de luxe très réputé. Et la procédure nous était arrivée classiquement par les avocats parce que il s'est rendu compte à un moment donné que sa carte bancaire, alors qu'il était à Nice, avait été utilisée à Paris. Et nous, quand j'ai eu la plainte et que j'ai demandé l'examen des vidéos, je me suis aperçu que c'était pas le vieux monsieur très riche aux États-Unis, mais que c'était un petit jeune avec les cheveux moitié un petit peu longs et qui avait un comportement extrêmement sûr de lui dans une boutique de luxe où il venait de dépenser, je crois, il avait dépensé 28 000 euros dans la journée. Et t'avais quel âge? Il devait avoir 16 ans ou 17 ans. Ouais. Ouais, donc, Et comment s'est passée ton arrestation? Bah, elle s'est bien passée. Elle s'est bien passée parce que moi, je tiens à rappeler, mine de rien, même si, bon, c'était pas le plus beau jour de ma vie, mais ça s'est pas passé. J'ai pas été traîné par les pieds ou molesté, et ça s'est passé vraiment correctement. Voilà, après, c'est sûr que c'est marquant. Parce qu'il était jeune? Il avait 17, 18, 17 ans? c'était un hacker, on allait chez ses parents, voilà, on savait que on peut le dire, un petit, voilà. Ouais, on a eu un comportement, de toute façon, on a toujours un comportement extrêmement professionnel, mais il a pas non plus opposé de résistance, il a pas reconnu les faits tout de suite. Hein, Bah, tu vas doucement. Hein, ouais, bien sûr. Et parce que vous récupérez chez moi. Voilà, voilà, il a eu du mal à se rendre compte de moi, à l'époque, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne comprenait pas la gravité des choses qu'on lui reprochait. Et ça, c'est un truc. Mais au niveau qui m'avait légal. marqué. Au niveau légal, oui. Ouais. Au niveau légal. Parce qu'en fait, il considérait que le fait de voler à des gens extrêmement riches le faisait de lui plus un Robin des Bois qu'autre chose. Mais t'étais sûr que tu étais en train de voler à des riches? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des cartes spéciales, c'était... Parce qu'avec Ouais. carte bleue, t'as les 16 chiffres. 16 chiffres. Les 4 premiers, enfin les 6 premiers, t'as le type de carte, la banque. Donc évidemment que je tapais pas dans les crédits populaires ou dans les caisses d'épargne. C'était des cartes américaines bien équipées, tu vois. Les cartes qui font du bruit quand tu les poses. Je pense que ton histoire, les gens peuvent l'avoir sur Internet, etc. On va pas aller plutôt dans ça, mais on va peut-être plutôt parler de tes appréhensions au niveau de la tech. Comment toi, tu vois aujourd'hui l'évolution de la technologie, des réseaux sociaux, de l'IA, de la cybersécurité, etc. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, quel est un peu ton ressenti? Est-ce que déjà, tu as fait des études, explique aussi, parce que tu as fait des études à quel niveau? Parce que oui, j'ai eu un master en commerce et un master management ingé à l'Institut Mines Télécom, le groupe Mines Télécom. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tous les 5 ans, tout change en fait. Et tous les 5 ans, moi je suis plus ou moins perdu pendant 6 mois et j'essaie de raccrocher le train, etc. Et alors là, avec l'IA qui arrive, qui est en train de grand remplacer tous les métiers, et c'est rentrer en sujet, l'automatisation des tests d'intrusion, l'automatisation des audits, c'est vraiment un sujet parce que vaut mieux payer un agent IA intelligent 15 € par mois avec Amazon, AWS, avec un LLM, un moteur d'IA, plutôt qu'un mec qui te coûte 1800 ou un pentester senior qui te coûte 1800 par jour. Il n'y a pas photo. Donc il faudra toujours un humain pour mettre un petit coup de tampon et valider, mais voilà, moi je flippe, je suis de nature assez anxieuse, mais là j'avoue je flippe parce que ça touche toutes les strates de la société et la cybersécurité est impactée dans le bon comme dans le mauvais. Les attaques sont de plus en plus intelligentes et les défenses sont de plus en plus robustes. Enfin, oui, et intelligentes aussi, mais voilà. Si je continue te concernant, tu as eu à un moment donné de l'argent facile, certes illégal. Est-ce que des fois tu n'es pas tenté de te dire, mais
Ouais, j'aimerais bien aller en vacances quelque part et je me dis, tiens, je vais utiliser ce que je sais faire pour. Non. Non, Parce que tu as assez d'argent maintenant ou. non, parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis, je suis heureux comme ça me suffit. Vraiment, ça me suffit. Je sais pas, Oui. j'ai connu déjà la richesse. Oui. Je sais que ça rend pas beaucoup Ouais. plus heureux. Oui, c'est important d'avoir de l'argent. Tant que j'ai mes amis, ma famille auprès de moi, voilà. Et te venger de certaines actions, utiliser tes capacités de cyber Mm. security guy parce qu'il y a un gars qui t'a fait chier ou parce que. Ça m'est traversé l'esprit, mais si tu veux, c'est un petit peu, je pense, comme tu sais, les champions de karaté Oui, tout à fait. ou de MMA, etc. Donc déjà, tu sais la puissance que tu as dans tes doigts, dans tes 10 doigts, et mine de rien, c'est une arme. Et c'est une arme blanche, et en plus on tire à distance en cyber. Donc je pense que j'ai la maturité de me dire que non, surtout Ouais. pas utiliser. C'est un bon parallèle avec les champions de sport de combat. Ils se disent, mais à quoi ça sert de me battre dans la rue? Ouais. Et la plupart, ils n'ont jamais fait vraiment des bagarres parce qu'ils savent que au moindre coup. Ils vont le plier. Et maintenant, en revenant à toi, Pierre, tu as vécu quand même 40 ans dans la police. Tu as vécu des choses quand même assez, je pense, compliquées, difficiles, surtout dans la partie pédocriminalité. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, mais qui t'ont marqué, et que tu te dis, mais ça, c'est horrible. Et est-ce qu'à un moment donné, t'as pas, à un moment donné, dit, mais moi, je vais dérailler parce que là. Bah, j'ai arrêté, moi j'ai prolongé ma carrière parce que j'avais envie de le faire. J'étais arrivé au sommet, enfin aux annuités totales et j'aurais pu prendre ma retraite à 57 ans. Et j'ai décidé de continuer encore parce que ça me plaisait vraiment. J'avais vraiment un sentiment d'utilité sociale, publique par rapport aux gens qu'on aidait, par rapport aux personnes qui étaient victimes. Voilà, c'était vraiment un sentiment on se sent utile. C'est un boulot dans lequel je me sentais extrêmement utile. Mais malheureusement, on est confronté toute la journée à des gens, des pères, à des alors quand c'est des escrocs, c'est une part, après vous avez des terroristes, après vous avez Mais vous avez, dans le domaine de la pédocriminalité, vous avez des gens qui peuvent atteindre des degrés de perversité absolument inimaginables. Et je pense on a un niveau de tolérance. Alors le mien était très élevé parce que bon, j'étais blindé, totalement blindé dans le domaine. Mais je sais que la dernière année où j'ai travaillé, j'ai eu une affaire Enfin, c'était une des dernières affaires que j'ai traitées avec des viols de nourrissons. Et quand j'ai eu en face de moi je l'appelle le criminel, mais le criminel qui me regarde en face en me disant non, mais la petite fille de 6 mois, je vous assure qu'elle avait du plaisir. Je sais que j'ai pété les plombs à ce moment-là. Et heureusement que je n'étais pas seul dans le bureau parce que puisque moi à ce moment-là j'étais un peu ça m'avait tellement bouleversé cette parole de ce criminel. Même son avocat était complètement paralysé par ce qu'il venait de dire. Et je me suis vu en train de sortir mon arme et de le descendre immédiatement parce que moi j'avais vu l'image du viol. Enfin, on est obligé de visionner ce genre d'horreur pour leur parler, pour dialoguer avec et les interroger aussi le pourquoi ils l'ont fait. Quand le gars il vous dit que le bébé a eu du plaisir, vous voyez, c'est inimaginable d'entendre des trucs pareils. Et sur le moment, je me suis vu en train de lui mettre une balle entre les deux yeux. Ah, il était situé à 3 mètres de moi là. Et heureusement, j'avais mon collègue qui était à côté de moi, qui a vu mon regard changer, qui m'a vu bouger doucement et puis bouger mes mains comme si j'étais dans un état et qui m'a appelé mais il m'a dit Pierre. Et là j'ai réalisé c'est bon, il faut que j'arrête parce que j'avais atteint mon niveau maximum voilà, j'en ai vu énormément des gens dans ce domaine-là. Et quand vous êtes confronté à la perversion humaine, votre esprit se blinde un maximum, mais il y a un moment donné où on en a assez de voir ça. J'aurais eu 10 ans ou 15 ans de moins, peut-être que bon, je serais passé à autre chose. Et puis, mais je vous assure, dans la brigade dans le groupe que je dirigeais, il y a beaucoup de gens qui travaillaient avec moi, qui adoraient faire ce boulot de cyber-enquêteur, mais qui, confrontés à ces horreurs, ils me disaient au bout de quelques années,
je peux plus voir ça, j'arrive plus à supporter ces images et ils devaient demander à changer de service à cause de ça. Et du coup, on avait un renouvellement des équipes et moi, je restais le seul en permanence dedans parce qu'il faut d'abord transmettre l'information, transmettre la connaissance, les techniques, et puis j'avais vraiment, moi je suis père de 4 enfants, je suis grand-père de 4 enfants. J'avais vraiment. Et ça se voit pas, hein, parce que Oui, mais bon, je te charrie avec ça depuis tout à l'heure. je sais, mais moi, ça me tenait à cœur, quoi. Je me rappelle une fois où je suis tombé sur une vidéo d'une petite fille qui devait avoir 7 ans, 8 ans. C'était le portrait craché de ma petite fille. Et quand vous voyez ces images-là en face de vous, vous avez l'impression, vous superposez ça, vous avez des envies qui sont pas professionnelles. Il faut, et quand on sent qu'on est à bout à ce niveau-là, voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il faut se faire suivre au niveau psychologique. Oui, justement. Voilà. T'as jamais. Mais je sais pas, à un moment donné, tu te dis, mais moi, je dois me faire suivre. Je dois faire une. Ou alors, c'était quoi ta thérapie pour sortir un peu tout ça? Ma thérapie, c'était le sport. Je faisais beaucoup de sport à l'époque. Et puis, c'était ma famille qui était absolument aimante et vraiment. Voilà, j'avais eu la chance d'avoir une femme extrêmement attentive. Et j'ai eu la chance qu'elle accepte de venir une fois avec moi sur un dossier. Je l'ai fait venir dans mon bureau et je l'ai fait assister à une audition d'un criminel pour qu'elle comprenne dans quoi je baignais toute la journée. Là, Elle a dû relativiser après tout. Ah, oui. C'est particulier parce que, enfin, bon, je raconterai pas le détail de ça, mais ça lui a permis de comprendre qu'est-ce que je vivais toute la journée. Parce que quand vous êtes policier dans ce domaine-là, vous êtes confronté à de l'horreur. Et quand vous rentrez chez vous, vous pouvez pas mettre de côté tout ça, malgré ce qu'on vous dit. On fait une distinction entre les deux, mais du coup, vos comportements sont différents. On va être plus distant avec nos propres enfants. On va pas avoir la même tendresse peut-être. On va être parce que vous voyez des gens tendres qui sont des qui font des horreurs et c'est dérangeant, quoi. Alors après, vous blindez. Moi, je me suis blindé pendant des années et maintenant que ça fait 2 ans que j'ai arrêté et je me rends compte que j'arrive à surmonter ces traumatismes et du coup ça aide. Je suis plus proche de mes petits enfants du coup. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a eu des tas d'autres. Quand on a eu les attentats du 14 juillet avec les centaines de blessés, les morts et tout, et j'étais à Nice à ce moment-là, voilà, avec les collègues, pareil, pour nous, ça a été j'ai des collègues qui s'en sont pas remis. Moi, je sais qu'on a tous subi un choc, ça a été difficile. Mais par exemple, une des thérapies, c'est on s'est réunis après, quelques semaines après, et on s'est réunis en groupe, entre gens qui avaient vécu ça, et on a passé une après-midi festive, on va dire. Ouais. Où on peut s'exprimer, mais en dialoguant entre nous, quoi. Et toi, Florent, ça fait quoi de maintenant te dire je suis passé du bon côté de la barrière? Tu te sens, est-ce que c'est soulagé ou est-ce que tu te sentais déjà à l'époque? De toute façon, pour toi, tu n'as jamais vraiment franchi l'autre barrière. Hein. J'ai l'impression que tu savais que c'était pas très légal, mais c'était pas du tout des choses, enfin, sans être. Il n'y avait pas de crime de sang, ni de sexe. Voilà, c'est ça. C'est différent de ce que Pierre peut expliquer. Oui, donc c'était. Fort heureusement, j'ai pas ce genre de passif-là. Ouais. Je pense pas qu'il serait ami avec toi. On serait pas, voilà. Mais moi, je suis fier d'être adoubé par des personnalités telles que Pierre, telles que personnes aussi dans les forces de l'ordre, des personnes dans le milieu de la loi, etc. Parce que ce sont devenus des amis et j'ai peut-être ce besoin aussi d'être certain que je suis quelqu'un de bien et voilà, quand on se passe des coups de fil ou quand on se voit, ça me rappelle que malgré parfois certaines déstabilisations bien timées que j'ai pu recevoir, ça me rappelle que voilà, les amis c'est les amis et que voilà. Justement, tu as fait ce que tu as fait et que ce n'est pas non, c'est pas minimiser, mais les vrais, selon eux, vas-y les vrais, tu es aussi un vrai hacker.
Mais ceux qui font cela, qui ont fait ça de l'autre côté de la barrière toujours, qui ont toujours été des white hats, etc., peuvent se dire, ah, lui, c'est pour le buzz, etc., et il a fait des choses illégales, et c'est pas un vrai. Et je sais que dans votre domaine, il y a toujours un peu de compétition en disant... Non, je leur laisse à eux, en cette compétition. Ouais. Moi, vraiment... Comment tu ressens un peu... Tu as déjà eu des haters, des choses comme ça, ou pas du tout? Ouais. Oui. Il y en a beaucoup. Et Pierre a été une des personnes qui m'a formé à contrer les haters, c'est simplement de faire un clic droit bloqué. Et ça marche. Et la charge mentale, tu te remets toujours en question quand tu reçois des messages, puis après tu réponds, ça fait monter la mayonnaise. En fait, ces mecs-là, ils vivent que par toi. Ouais. Ah, et le buzz de quoi? On n'est pas dans une télé-réalité, on est dans le vrai dire. On fait des vraies choses. Bon, bah, j'ai eu la chance d'être édité, Pierre a eu la chance d'être édité, on a la chance d'avoir pour moi, une success story morale, amicale, éthique et compagnie. Bon, bah, ça a fait jalouser beaucoup de personnes, mais ouais, non, mais sincèrement, Ah, mais ça, ouais. tu vois. Oui, après, tu sais qu'il y a toujours des haters et il y a toujours des gens qui diront du mal. Et je sais aussi que le fait que tu aies été, à un moment donné, du mauvais côté de la barrière, il y a des gens qui ne peuvent pas envisager que tu puisses être. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ne te connaissent pas comme des gens qui t'ont vraiment fréquenté parce qu'ils se basent sur des faits, sans connaître le détail, la réalité, des préjugés, voilà. Après, moi, j'ai des collègues qui sont comme ça, ils disent non, hein, quelqu'un jamais il pourra. Mais quand vous sentez les personnes, vous vous rendez compte qu'il y a des possibilités de rédemption. Voilà, il m'a prouvé à maintes reprises qu'il était passé du bon côté de la barrière. Bon, il a eu un problème récemment à cause on va dire parce qu'il faisait des choses qui n'étaient pas appréciées par, comme disait Guillaume Poupard, qui n'avaient pas été appréciées par le parquet, sur ses façons d'enquêter et tout ça, mais qui pour moi ne relevaient pas de l'enrichissement personnel, ou il voulait obtenir un résultat à tout prix contre des criminels, ok. Mais ça lui est reproché, d'ailleurs il ne peut plus travailler pendant 1 an dans le domaine de 8 mois. Encore 8 mois, c'était 12 mois. Encore quelques mois dans le domaine du conseil ou de la cybersécurité. Là, il est obligé. Enfin, il ne fait que de la formation. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce qui lui a été reproché, on s'est rendu compte en l'écoutant que son but, c'était. Je me rappelle même que le président en a parlé. Il a dit oui. On sait bien que en fait, il avait envie de bien faire, mais il a utilisé des trucs qu'il n'aurait pas dû faire parce qu'il n'était pas adoubé en tant que soit expert, soit voilà. Ça fait partie du jeu. Justement, maintenant, parle un peu plus de vous. Voilà, aider, etc. Si vous avez des pouvoirs de super-héros, vous aimeriez être qui? Toi, par exemple, Florent, tu as un pouvoir de super-héros, téléportation, invisible. Il y en a. Bonne question. Bah. Je sais pas. Peut-être. Non, peut-être lire dans les. Enfin, je le fais déjà. Lire dans les pensées. Tu lis déjà dans les pensées? Oui, bien sûr. Mince. À ma petite échelle, pareil, c'est différent, mais évidemment, la lecture de l'humain est très importante dans. Non, bah ouais, évidemment, téléportation, bien sûr. J'ai développé un PTSD malgré moi avec l'enfer Boban. Donc, dès que je prends le train, dès que je prends le métro, dès que je prends l'avion, j'ai chocottes. Donc, bah pour le coup, je m'en servirai pour me téléporter. Ouais. Ah, Là, je suis claustro maintenant. C'est vrai? Ah bah oui. À cause de? Bah de l'enfermement. Ah, ok. À cause des gardes à vue. Et c'est quoi? Oui, justement, c'est quoi le pire? C'est la garde à vue ou c'est la prison? Non, c'est la garde à vue. La prison, ça va, t'as une table, t'as des promenades, etc. En garde à vue, t'as pas les lumières du jour, tu sais pas si 1h du matin ou 9h. Un peu. Non, mais c'est vrai. C'est très bien que c'est quand même fait pour faire parler les gens. Hein. Oui. C'est une salle de torture. Non. Non, mais mental. Non, mais mental. Ça dépend des gens, ça dépend comment tu le ressens. Oui. Ouais, disons que toi, c'est pas de la torture. C'est la torture psychologique. Voilà. Psychologiquement, t'es enfermé psychologiquement et tout, effectivement, mais n'emploie pas des termes comme ça, Florent. Mais moi, je l'ai ressenti comme. Toi, tu le ressens comme ça, mais non, il y a des règles, tu vois l'avocat, tu as le droit à un médecin, tu as le droit, t'es nourri, et ben, c'est pas confortable, ça sent pas bon, effectivement, et puis ça pourrait être mieux, c'est certain. On va résumer. Il a moins bien vécu la garde à vue que certaines d'autres personnes, voilà. Et que la prison.
Pour lui, c'est la prison, c'était plus agréable que la garde à vue. Ça, Bah, Et toi, Pierre, un super pouvoir? Oh, je sais pas, peut-être être Flash pour aller très vite, faire plein de choses différentes. Bah, Flash, quand tu vas très très vite, je pense qu'à un moment donné, tu peux dans une nouvelle série, t'as vu, il peut se téléporter. Ouais. Ah ouais, Ah ouais. Ouais, il peut même aller dans le voyage dans le temps, etc. Voilà, S'il va à une certaine remonter dans le vitesse. temps serait pas mal. Pour Ah certaines oui, choses. ah oui, ça, je regrette. Remonter dans le Et temps. tu ferais quoi, tiens? Ah. Ah, je. Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu Je dirais? changerais. Là, c'est vraiment. Je peux pas dire si je changerais quelque chose, Ouais. mais j'apprécierais beaucoup plus les moments de l'enfance. Les 28 000 € que t'as dépensés ce jour-là, t'aurais fait autre chose ou quoi? Ouais, Parce que t'aurais envoyé quelqu'un d'autre. j'aurais pris mieux soin de ma mère, de mes Ok. parents, et j'aurais surtout beaucoup plus apprécié la présence de mes grands-parents Ok. qui étaient encore en vie, vraiment du moment présent, parce que là, j'ai l'impression, Ouais. tu clignes les yeux et hop, il y a 5 piges qui est passé. Le temps passe super vite. Hein. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien les pouvoirs qu'il a choisi. Ouais. C'est pas mal. Et donc, si tu dis quel conseil tu donnerais au Pierre qui avait 15 ans? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Vas-y à fond. Ouais. Continue comme ça. Peut-être, ouais, j'aurais peut-être pris des décisions différentes au niveau peut-être de certaines enquêtes, mais pas de ma vie personnelle. Ma vie personnelle, je suis ravi de ma vie, de ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Je changerais pas un iota là-dessus. Peut-être, ouais, j'aurais peut-être changé d'appartement plus tôt, des détails, mais c'est pas, voilà, rien d'important. Mais voilà, c'est tout. Après, le regret, c'est ouais, tu peux avoir des affaires moi, j'ai des affaires qui me sont restées sur l'estomac parce que j'ai pas pu les résoudre, parce que tu as toujours des cas comme ça que tu traînes derrière toi, tu te dis bon. Ça t'empêche de dormir des fois, ce genre des choses? Avant certaines choses, mais plus maintenant. Mais ouais, il y a des fois où je me réveille, j'ai fait des cauchemars, c'est possible, ça arrive encore, parce que tu as des réminiscences des trucs horribles que tu as vus, parce que ton esprit se guérit comme ça aussi. Et Mais aujourd'hui, tu n'es pas vraiment à la retraite en fait. Tu fais autre chose? alors aujourd'hui, quasiment je travaille plus qu'avant, parce que j'ai plus le moment où je m'en vais du boulot. Comme je suis auto-entrepreneur et en fait j'ai gardé l'esprit d'essayer d'aider les gens au maximum. Le principe c'est on m'appelle, je réponds et j'essaie de faire mon maximum. Mais ça me permet de garder l'esprit ouvert et puis de me former en permanence parce que c'est important que surtout en cybersécurité, c'est de garder toujours cette envie d'apprendre et de transmettre. Moi, j'ai des étudiants, enfin, je donne des cours dans des écoles ou je vais dans des entreprises pour les aider. Et je suis content d'arriver et d'apporter quelque chose qui est basé sur mon expérience. Et j'ai l'impression toujours pareil, de me sentir utile et d'apporter quelque chose. Et le but, c'est il y a plein de gens qui me disent tu te fais pas assez payer, voilà. Je m'en fous. Tu gagnes beaucoup plus que quand je gagne plus qu'à l'époque où j'étais policier. D'ailleurs à l'époque on nous avait proposé des postes bien mieux payés à cette époque-là, mais moi j'ai préféré rester policier parce que j'adorais trop mon travail et que ça faisait partie de moi, je peux me lever le matin avec la banane et être content d'aller au boulot. C'est ça qui compte. C'est tout ce qui compte pour moi. Et donc, ton âge, tu peux le dire? On ne l'a pas dit, je pense. J'ai 63 là. Et tu comptes pas arrêter? Quand tu en auras marre? Quand j'en aurai marre, quand je saturerai. Mais là, par exemple, si j'ai envie d'avoir une semaine pour m'occuper de mes petits-enfants, je m'arrête. C'est le gros avantage. Ouais, ça. Et tu t'arrêtes et tu fais une pause. Je fais une pause. Si je veux faire une pause d'un mois, je fais une pause d'un mois. Je suis libre. Tu m'avais raconte cette histoire avec le formatage des PC de tes... Les étudiants que j'ai en cours de cybersécurité, de pen testing, j'essaie de les mettre dans un état de stress maximum pour leur apprendre les techniques de stress et de gestion de la sécurité. Et par exemple, je leur dis, dès le départ, ça dure 3 mois à peu près les formations, je leur dis écoutez, le principe c'est que vous ayez les bons réflexes. Si vous partez en pause et que votre machine reste allumée pendant la pause et que vous la verrouillez pas, je la formate. Et ça manque jamais parce que les étudiants vous écoutent de façon un peu distraite. Et vous passez derrière et les machines sont ouvertes. Et je formate les machines. Alors, je fais des formatages pas bas niveau, hein, c'est juste un effacement rapide et comme ça on peut en plus après
C'est l'avantage. On va leur expliquer les techniques de forensique pour récupérer leurs données, remonter. Donc on les voilà. Je les entraîne, mais en début de session, au début des 3 mois, vous avez 3/4 des étudiants qui laissent leur poste ouvert, donc ça va vite. Hein. Et à la fin de l'année, il n'y a plus personne qui laisse quoi que ce soit ouvert. Et j'ai même des étudiants qui se baladent avec pour éviter que. Voilà. C'est best practice. Voilà, mais ça veut dire que ben, j'ai bien bossé. Comment tu vois la situation je parle très peu de politique dans mes podcasts, mais au niveau géopolitique, tout ce qui se passe au niveau cybercriminalité, cybersécurité, etc. et tout, les hackings des hôpitaux, etc. qu'il y a, tous ces l'éducation nationale qui se fait hacker en France, etc. Comment vous voyez un peu cette évolution-là? Est-ce que c'est de pire en pire? Est-ce qu'on est de plus en plus fort? Comment vous voyez un peu tout ça de votre côté? Enfin, tous les deux, je pense. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une évolution qui est assez parallèle entre les attaques et la défense qui se met en place. On manque de formation, ça malheureusement, c'est une des bases, que ce soit dans tous les domaines, hein, hôpitaux, il y a un manque de formation humaine parce que avant même les attaques, c'est la formation des gens qui se servent du matériel. On lâche des gens sur le net ou sur les nouvelles technologies sans leur avoir appris le fonctionnement réel. On leur apprend juste les bases. C'est-à-dire, je sais ouvrir, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire derrière. Je racontais que ma petite fille, quand elle arrivait à la maison une fois, elle arrive, elle avait 2 ans et demi, elle se met devant la télé, il y avait un truc qui lui plaisait, elle fait comme ça sur l'écran. Ah oui. Elle veut agrandir l'écran de la télé. Et moi, je l'ai regardé faire, j'ai dit, mais... Elle croit que c'est un iPad, elle croit que non, mais oui, mais pour elle, c'est une fonction qui devrait être intégrée, parce que c'est natif pour eux. C'est ça. Ils ont appris, pareil. ils ont appris comme ça. Et nous, on n'a pas cette appétence-là. Mais on devrait enseigner, enfin, il devrait y avoir un permis cyber à passer, comme on passe un permis cyber à passer pour se servir du téléphone, du réseau. On devrait apprendre, il devrait y avoir des enseignements obligatoires pour que les gens sachent utiliser les outils. Et puis apprendre aussi à distinguer la vraie information de la fausse. Il y a tellement de fake news, tellement de manipulation de l'information qu'on devrait apprendre ça. Justement, Hackers sans frontières, tu peux m'en parler un petit peu aussi parce que ça fait partie un peu des choses que tu veux développer. Oui, c'est une ONG de hackers éthiques et comme Pierre disait, malheureusement, on vient en aide, mais beaucoup à des jeunes à qui ils ont l'accessibilité énorme. Donc, ils ont les derniers iPads, ils ont les derniers téléphones, ils ont les derniers ordinateurs, mais ils savent pas s'en servir autre que de consommer du contenu, lire des vidéos. Et voilà, il y a aussi une passerelle d'ailleurs avec le métier de Pierre, c'est que globalement, on tombe sur des enfants, des gamins, des gamines qui savent pas utiliser leur outil ou qui envoient des photos par-ci par-là, des vidéos, puis après qui regrettent, et puis après qui sont manipulés par des criminels, criminels. Voilà. Et voilà, c'est sûr que nous, en tout cas au sein de Hackers sans frontières, on aurait beaucoup moins de demandes si, je sais pas, dès la 6e, il y avait des même avant, ouais, voilà, bon, même avant, c'est en CE2, quoi, ouais. Voilà, comment est-ce qu'on utilise un objet électronique, et puis après on monte en gamme, mais voilà, aujourd'hui on récupère un peu tous les pots cassés qui sont, je pense, dus, c'est pas de leur faute, mais qui sont dus à un manque de modernisation de l'éducation nationale et des programmes. Et c'est pas que l'éducation nationale, c'est aussi les parents. Et les parents. Les parents qui achètent un téléphone à leur gamin avec un accès sur les réseaux sociaux à 10 ans et que tu laisses ton gamin se servir des réseaux sociaux en disant mais non, c'est pas grave, je lui fais confiance, de toute façon je peux pas le contrôler, et que le gamin à 10 ans, il est dans sa chambre à coucher ou la gamine, il est en contact. C'est comme si vous prenez votre enfant, vous le laissez dans le centre-ville à 1h du matin, tout seul, sans surveillance, en pyjama. Vas-y, je te fais confiance. Non, c'est ça, c'est la même chose. Hein. Non. Et alors qu'en plus c'était filmé avec, c'est inoubliable, Internet n'oublie jamais. Non, mais c'est ce qui est horrible. Moi, j'en ai eu tellement des affaires comme ça de parents qui venaient. Moi, j'ai eu des affaires avec des enfants de 8 ans, 9 ans qui se filmaient dans leur chambre à coucher parce qu'ils étaient en contact avec soi-disant des enfants ou des gens à qui ils faisaient confiance et qui faisaient ce que les parents n'avaient aucune idée que leurs gamins, ils avaient une sexualité à 8 ans, 9 ans. C'est inimaginable. Et quand vous parlez aux parents, ils disent « Ouais, mais on ne savait pas. » Et non, mon gars. Enfin, alors désolé, hein, je suis un peu... Ah non, mais c'est ce qu'il faut. Je suis cash, mais les parents ont une responsabilité. On a une responsabilité
de contrôle et d'éducation. Et moi, les plus belles affaires que j'ai fait en cybercriminalité dans le domaine criminel, c'est parce que les enfants, ils avaient confiance dans leurs parents et qui sont venus leur en parler. Et moi, j'ai une petite fille d'ailleurs qui nous a permis d'arrêter un pédo à Marseille qui avait 60 gamines sous chantage. Et s'il y a une seule gamine qui a eu le courage d'aller en parler à ses parents, elle était à Nice et elle avait 11 ans. Et le gars lui a fait du chantage. Elle a fermé son ordi, elle a été voir sa mère, elle a dit maman, il y a quelqu'un qui me fait chanter. Pourquoi? Parce que la mère, elle avait établi un dialogue avec son enfant et elle avait dit bon, tu peux avoir confiance en moi. Et cette mère, elle est venue nous voir après à la cyber en disant voilà, mon enfant est sous chantage. Et nous, on a réussi à remonter. Mais on a découvert qu'il y avait 60 gamines qui étaient sous chantage et une qui était venue témoigner. Vous voyez, le dialogue avec les parents doit être établi, mais il y a le contrôle parental, enfin, il y a une éducation à faire, et malheureusement, c'est pas fait. Et ça marche aussi pour la cybersécurité en entreprise. On utilise des outils, on ne sait pas s'en servir. Hein, quand on dit, c'est une blague qui circule entre informaticiens, mais le problème de la cybersécurité, c'est pas le matériel, c'est l'humain. Hein, 80% des trucs, c'est un mail sur lequel tu cliques. C'est horrible. Les plus grosses arnaques qu'il y ait eu jusqu'à présent, ça a été des fraudes au président ou des manipulations par ingénierie sociale. Le dernier hacking là, des Coréens du Nord, c'est parce qu'ils ont fait de l'ingénierie sociale sur un des développeurs. Ils ont fait, voilà, ça a bien marché. Et après, il y a de la technique, mais malheureusement, c'est toujours pareil. C'est l'humain. Et on doit former, on doit informer, je dirais plus la formation et la sensibilisation que même la technique. Oui. Alors que la technique est importante. Hein. Ouais. T'es d'accord avec Mais moi, pour traiter la masse, c'est d'abord l'humain. C'est d'abord l'humain. Oui. D'abord l'humain. Alors, on a bientôt fini. Est-ce qu'il y a un mot que vous voulez dire? Je sais qu'il y a ton livre Hack-moi si tu peux. D'ailleurs, c'est un très bon titre. Je voulais faire un événement qui s'appelait Hack Me If You Can avec des hackers. Est-ce que tu veux faire une compétition là-dessus? Mais tu en es où avec ce bouquin? Ça fait combien de temps que tu l'as? Le 2023, ça fait 2 ans. Okay. Et il a plutôt bien marché dans le secteur. Dans la cible informatique, tu vois, culture web. J'espère ne pas en écrire un second. C'est dur à écrire? Alors bon, j'ai eu la chance d'avoir été édité par une grande maison, donc j'ai eu une plume qui m'a aidé. Oui, c'est très très dur de se livrer. Tu tapes à cœur ouvert sans faire de mauvais jeu de mots, tu vois. Ouais. Donc oui, bien sûr, c'est dur, hein, c'est dur à écrire, et puis surtout dur à publier. Parce que là, ta vie, elle est publique. Et là, vous allez faire une série ou un film? C'est ça, ouais. On a vendu les droits de nos histoires respectives. Et puis, comme nos chemins sont absolument croisés, liés, ils se sont dit, ça serait quand même pas trop mal, quoi. Ça se vend bien, des droits de films Je sais pas. Tu peux dire le montant ou pas, non? Sincèrement, non. Il y a un pourcentage sur les vues, dont je ne me rappelle pas. Enfin, on regardera pour que tu aies le max. Ouais, mais voilà. Mais justement, tu peux pas faire un système, tu vois, où leur faire croire qu'il y a plein de gens qui ont regardé le film et faire monter les vues. On pourrait. Non, mais bien sûr, artificiellement. Tu mets le numéro 1 dans la plateforme. On va pas citer la plateforme parce que on peut pas encore le dire, mais c'est. Non, mais. Réfléchis à ça. Ouais. Non, mais le but, c'est. On a accepté aussi pour faire parce que le principe, c'est de faire de la prévention. Parce que la série en elle-même, bon. Mais le principe, c'est on a exigé un truc, c'est que ce soit vrai. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit que des histoires vraies, pas d'invention. On va pas inventer des trucs, on va parler que de choses réelles, qui sont réellement passées, basées sur des techniques réelles, avec des cas réels, évidemment qu'on va modifier, mais le principe, c'est vraiment de dire aux gens, ça, ce qu'on vous raconte, c'est vrai. C'est quelque chose qui peut se produire demain, dans votre famille, dans votre entreprise. C'est ce qu'on veut. Et c'est prévu pour quand? Ça, c'est en cours. Il y a des négociations. Okay. Ça, c'est un autre secteur d'activité encore. On découvre. Écoutez, on est pris par le temps, mais j'aurais pu rester des heures. Il y avait encore plein d'histoires. On a pu discuter un peu avant et Florent également. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer. Je vous remercie, c'était très agréable. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très bien. Des bonnes questions. Merci les gars. Un bon intervieweur. Merci. À plus. Merci. Merci Kamel. Merci.